c'est Léolink, j'espère que ceux qui ont reconnu l'extrait sont aussi chauds que moi pour cette vidéo, et ceux qui connaissent pas, vous en faites pas. Aujourd'hui, on parle de mon animé favori, Bakugan Battle Brawlers. Hey Drago, en forme pour y aller? Oui. Il va faire chaud! Bon, avant de parler de l'animé en lui-même, je suis obligé de faire une interlude enfance. Pour ceux qui sont au début des années 2000 comme moi, votre enfance elle a dû être rythmée par 4 choses. Les billes, les cartes Pokémon, les cartes Yu-Gi-Oh pour certains, et les toupies Beyblade. Eh bien quant à moi, mon enfance, elle a tout foutu au placard, c'était les Bakugan. Du ressenti que j'en ai aujourd'hui en parlant avec des gens de mon âge, c'est que les Bakugan étaient beaucoup moins populaires à l'époque. Donc je me suis toujours senti un peu en minorité, bien que je kiffais aussi les Beyblade, donc j'étais pas à l'écart pour autant. Et dans un sens, je comprends pourquoi. Pour les toupies Beyblade, t'en prenais 3-4 histoire de te la péter devant tes potes, tu sortais Earth Eagle, Flame Libra et Bonfire Blaze, et t'avais littéralement la Triforce des meilleures toupies possibles. Et dans le meilleur des cas, tu ramenais ton arène, t'étais le roi de la récré à ce moment-là, jusqu'à ce qu'il y ait un mec qui prenne sa toupie avec sa pointe en métal de merde, qui la lance de 2 mètres de haut dans ton arène, et qui te l'explose. Non, c'est pas du vécu. Non, je vous assure, c'est pas du vécu. Gamin de merde. Je suis très désappointé. Alors qu'avec les Bakugan, c'était une autre histoire. On va prendre mon exemple. Quand j'étais minot et que j'allais chez mon pote d'enfance, il y avait un minimum à prendre. Déjà, tu prenais l'arène pliable, car t'es pas à domicile et celle en dur, elle est trop chiante à transporter et à monter. C'est un peu comme quand aujourd'hui tu vas chez un pote et que tu ramènes une bonne bouteille de bière histoire pas de te ramener les mains vides. C'était le même principe. Tu prenais ta mallette avec tous tes Bakugan, et souvent c'était une énorme mallette parce que t'avais plus d'une 50aine de Bakugan. Tu prenais ton ou tes classeurs de cartes qui étaient immenses et lourds à l'époque parce que les cartes portail étaient super lourdes. Tu prenais le lanceur que tout le monde a vu dans l'arène pliable, ou si tes parents étaient géniaux et qu'ils avaient réussi à trouver les lanceurs de l'animé qui étaient incroyables, tu pouvais te la péter devant tout le monde. Et encore, ça prenait pas en compte tous les goodies que tu prenais, que ce soit des bracelets, des stickers, ça prenait pas en compte les Bakusphères, les Bakugan géants que t'emmenais, ça prenait pas en compte les magazines que tu prenais pour les feuilleter avec tes potes parce que tes parents avaient pas téléchargé la fin de l'animé donc il fallait l'avoir quelque part. Ça prenait pas en compte le jeu DS qui était... Oh, ce jeu DS, mama, il était incroyable. On en parlera un jour sur cette chaîne. Mais qu'est-ce que j'en ferais? Oh, c'est livré avec un accessoire. Donc ouais, pour jouer à Bakugan, fallait littéralement faire un déménagement, et je l'ai fait plusieurs fois ce déménagement-là. Et en plus de ça, si je me souviens bien, les Bakugan ça coûtait excessivement cher à l'époque. Une toupie Beyblade, t'en trouvais une autour de 10 €, 15 € peut-être max. Les Bakugan, la boîte de 6, ça coûtait 25 €, bordel, c'était super cher! C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, sur les sites d'occasion, les mecs te vendent des Bakugan, déjà ils les vendent à l'unité, c'est l'arnaque, et en plus, ils te les font 5 € l'unité! Tu sais même pas si le Bakugan il va s'ouvrir, s'il est pas pété de l'intérieur et qu'ils te le disent pas. Enfin, je dis ici, mesdames et messieurs, c'est un scandale, c'est honteux! C'est honteux. Bref, Bakugan a tellement été important dans ma vie qu'aujourd'hui encore, à presque 20 ans, il m'arrive, je l'avoue, de temps en temps de me racheter des Bakugan. Il m'est arrivé il y a peu de temps de racheter quasiment tous les DVD de la saison 1. Bon, maintenant que j'ai parlé de manière très large de la partie physique, parce que je pourrais en parler pendant des heures, et que j'ai abordé le côté nostalgique que je voulais aborder, il serait peut-être temps qu'on commence à parler de l'animé, parce que s'il y en a qui connaissent pas et qui sont encore là, merci parce que fallait m'écouter juste avant, hein. Fallait quand même supporter, surtout si on connaît pas. Est-ce qu'on commence? Le début de l'animé nous présente donc le personnage principal, Dan Kuzo, et les règles du jeu Bakugan. Je vous les explique pas là parce que sinon vous allez vraiment avoir mal au crâne et je vais en parler pendant 10 minutes, mais ce qu'il faut retenir c'est qu'en gros dans la dimension d'où viennent les Bakugan, Vestroya, Naga cherche à s'emparer des sources d'énergie au centre de Vestroya, le noyau de l'infini et du silence, respectivement l'énergie positive et négative. Tout ça dans le but de détruire Vestroya et de régner sur le monde des humains. Les motivations de méchants de dessins animés, c'est toujours quelque chose de très simple. Naga va donc essayer de s'emparer du noyau du silence, mais comme par hasard, va échouer et aura beaucoup de conséquences. La première, c'est déjà qu'il va se faire absorber par le noyau du silence. Contre-courant, il s'est fait avoir. La seconde, c'est que ça va foutre le bordel dans Vestroya, mais le bordel. Et ensuite, ça va envoyer le noyau de l'infini sur Terre. Dans tout ce bordel, la narration nous fait suivre un Bakugan qui connaît Naga, qui à peu près connaît ses plans et qui surtout l'a vu agir. Ce Bakugan, c'est Dragonoid Pyrrhus, ou Drago, le Bakugan emblème de la série, l'égérie de la série, qui va être envoyé sur Terre dans les mains de Dan, comme par hasard. Drago, une fois sur Terre, on sait pas vraiment pourquoi, parce que c'est jamais vraiment expliqué dans l'animé, va garder la faculté de parler. Et les humains pourront l'entendre, chose que d'ordinaire les Bakugan ne peuvent pas faire. Dans le monde des humains, les Bakugan ne parlent pas. J'ai bien réfléchi et je crois qu'il vaut mieux travailler main dans la main tous les deux. Ça alors, ta sublime voix est si douce à mes oreilles. À cause de ça, Dan va essayer de le refaire parler, mais Drago va rester muet comme une carpe pendant un long moment, et pour le coup Dan va l'emmener partout où il ira, notamment à l'école, qui visiblement est une école pour surdoués, car moi à 12 ans j'étais incapable de comprendre ses cours, et encore moins aujourd'hui. Et si l'on se sert de l'hypoténuse de façon à trianguler la circonférence, la modification devrait donner l'équation différentielle de Helmholtz. Ouais, c'est pas faux. Au final, après une seule journée de cours, Drago aura finalement parlé une seconde fois, mais le plus important ça va surtout être qu'après une petite provocation, Dan va réussir à affronter un homme
qui visiblement vole les Bakugan de ses potes. Cet homme se présentera comme étant Masquerade, le méchant principal de l'anime, on va l'appeler comme ça, et en fait il ne vole pas les Bakugan, mais il les tue, il a pas le temps de niaiser. Au début de chaque match, il va activer une carte qui fait en sorte qu'à chaque fois qu'un Bakugan adverse est battu, il est envoyé dans la dimension néant, dimension qui correspond en gros à un cimetière pour Bakugan, dans laquelle ils attendent leur mort. C'est un peu comme une EHPAD pour humains. Pour cela, Masquerade va s'aider d'un Bakugan très puissant, un Bakugan nommé Reaper, qu'on verra très peu de fois et qui sera très peu exploité, ce que je trouve un peu dommage, parce que ce Bakugan m'a toujours marqué ton gamin. Le combat se finira très mal car Dan étant en très mauvaise posture et Drago toujours aussi grognon, Drago va décider de fermer le domaine de lui-même en augmentant sa puissance, et le domaine en gros c'est le lieu où il joue et qui permet aux Bakugan de reprendre leur apparence naturelle. Peu de temps après, Runo, l'une des amies de Dan, va elle aussi obtenir son Bakugan parlant, Tigrera, mais leur introduction sera vraiment très courte par rapport aux autres combattants et amis de Dan qui forment l'équipe d'élite. Mais avant d'arriver à la présentation de tout le monde, le scénario va quand même nous rappeler que Dan est un enfant, et qu'un enfant ça réalise pas forcément la mort de la bonne manière. À cause des nombreux Bakugan perdus, Drago va littéralement engueuler Dan et ça finira très mal parce que Dan va finir par jeter Drago dans une rivière. Geste qui peut paraître anodin, mais en réalité, être jeté dans une rivière pour un Bakugan, ça peut être mortel. Il expliquait dans l'anime que les Bakugan peuvent rouiller dans le monde des humains. Donc là, Dan il fait un homicide volontaire. Mais bon, après un seul combat sans Drago où Dan se sera fait éclater la gueule par un mec de sa classe qui a autant de charisme qu'une gambasse, il ira rechercher Drago au fond de la rivière qui n'a pas eu le temps de bouger, et le véritable duo commencera ici. Une fois notre duo réconcilié, on aura le droit à 2 combats qui cette fois mettront surtout en avant Runo et son Bakugan, et le principe des combats en duo, qu'on reverra un petit peu par-ci par-là dans l'anime. Alors, il n'y a pas grand chose à dire, parce qu'en fait au début, les combats sont juste là pour présenter l'univers, expliquer les règles, etc. Mais les adversaires, en fait, il n'y a rien à dire, ils sont secondaires, on les reverra jamais. Le prochain combattant qui aura le droit à sa présentation, ce sera Marucho, et qui apportera un grand plus à la série, pas à cause de son personnage en lui-même, mais à cause de son Bakugan et de son environnement. En effet, la mise en scène va vraiment insister sur le fait que Marucho est un fils de grand riche, mais riche au point d'avoir un zoo dans son immeuble. Tout ça car son père exproprie des maisons. C'est à ce moment que je me suis dit que quelque chose n'allait pas, car au début de l'anime, on nous présente quand même des enfants qui vont à l'école. C'est logique. Or, on apprend que le père de Marucho a exproprié l'école de Dan. Il exproprie une école, bordel! Le grand plus dans la série va être l'arrivée de Preyas, le futur Bakugan de Marucho, qui pour sa première rencontre avec l'équipe, volera des bijoux. Oui, c'est un Bakugan kleptomane. Kleptomane, mais drôle. La série était déjà très drôle avant son arrivée, mais Preyas sera vraiment un grand plus. Le combat qui suivra sera juste le showtime de Preyas qui va enchaîner blague sur blague et qui en fait un combat très agréable à regarder, et si ce n'est pour moi un des meilleurs combats de l'anime, loin d'être le meilleur, mais un des meilleurs, parce que vraiment il est ultra intéressant. Après tout ça, Drago va finalement expliquer à toute l'équipe tout le bordel que je vous expliquais quant aux intentions de Naga. Et élément supplémentaire, on apprend qu'un humain a aidé Naga. Un humain qui s'appelle Michael. Et forcément, Julie, un membre de l'équipe pas encore présenté mais qui est assez spécial, va trouver pile poil de qui il s'agit, mais le plus con dans tout ça, c'est que Marucho connaît l'homme en question, et aussi son nom de famille. Homme qui est un grand scientifique, mais qui est aussi en réalité le grand-père d'Alice, la dernière fille de l'équipe. Donc tout le monde se fout de la gueule de Michael, mais devant cette petite fille qui, elle, dit rien par peur de leur réaction. En même temps, moins demain, on vient me dire qu'un membre de ma famille, au pif, mon frère, fait équipe avec un dragon blanc d'une autre dimension et qui veut détruire un univers et prendre possession d'une autre, je pense que je fais pas le fier. Le scénario va enchaîner avec la backstory de Julie et l'arrivée de son Bakugan parlant Gorem, et également dans ses backstories l'intervention de Billy, ami d'enfance de Julie qu'on reverra plus tard. Après ça, Runo et Marucho vont aller chercher le dernier membre de l'équipe qui n'a quasiment pas été présenté jusque-là. Ami d'enfance de Dan, il s'appelle Shun, et outre le fait que c'est encore un épisode bien drôle, Shun accepte de revenir combattre seulement si Runo et Marucho arrivent à le battre. Alors, à votre avis, dans un 2v1, entre le meilleur joueur au classement Bakugan et 2 randoms avec seulement des Bakugan qui parlent, qui gagne? Bah spoiler, c'est Shun qui gagne. À cause de cette victoire, on va avoir le droit à la backstory du personnage et de son Bakugan Skyres, que j'aime beaucoup. Alors autant j'aime bien les personnages de l'équipe d'élite, mais alors Shun, j'arrive pas à le supporter. Hérétique! Au bûcher! C'est le bûcher! Shun, c'est vraiment le personnage mis en avant et qui a été conçu pour être le rival badass qui va toujours dire des trucs intelligents, le personnage qui, vu qu'il a un grand-père ninja, va pas monter dans l'avion comme tout le monde. Mec, prends la porte d'entrée comme tout le monde! Surtout que pour moi, c'est plus un escroc ce ninja. Shun, c'est le personnage qui va d'abord s'allier à Masquerade et qui, quand il va comprendre la combine, va avoir le droit à un moment épique pour encore se mettre en valeur. Mec, t'es déjà le meilleur combattant au classement Bakugan, alors arrête de te la péter, fais juste ce que t'es censé faire, bordel! Tu sais quoi, Shun? J'en ai rien à battre de ta backstory. Rien à foutre que ta mère soit morte, que ça t'ait marqué, que tout le monde ait pleuré pour toi. Pour moi, t'es juste un petit con qui a eu peur de parler à son grand-père qui fait semblant d'être un ninja. Je sais, oui, tu veux que je la boucle. Que
Quel mauvais caractère! Bon allez, je vous donne un point positif sur Shun parce que je sens que je vais me faire des ennemis. J'adore son Monarus, voilà, c'est un de mes Bakugan favoris, me demandez pas pourquoi, j'adore le feeling de la transformation. Comme je l'ai évoqué un peu avant, Shun va donc s'allier à Masquerade pour affronter Dan, et en gros faut retenir que Masquerade a un nouveau Bakugan Hydranoid qui va sacrifier Reaper qu'on aura dû voir à tout péter 3 fois en 15 épisodes avant qu'il soit envoyé dans la dimension néant. C'est pas fou, je vous l'accorde, mais je sais pas, je continue à bien aimer. Shun va finalement se retourner contre Masquerade et va rejoindre l'équipe d'élite. Et jusque là, Masquerade se faisait vraiment très discret, mais avec Hydranoid, on comprend qu'il va essayer de passer de plus en plus à l'action. Après ce petit combat, Masquerade va organiser une petite réunion avec les 10 meilleurs joueurs de Bakugan, mais seulement 5 vont répondre à l'appel parce que 10 c'était trop chiant à créer. En tête connue, on verra seulement Billy qui vient à peine de se classer au 10e rang, mais le but de cette réunion, c'est de présenter tout le groupe à Naga et ainsi de leur insuffler de l'énergie négative pour qu'ils se mettent sous les ordres de Masquerade. En parallèle, Alice va finalement révéler à l'équipe que Michael est son grand-père et ils iront fouiller son labo en Russie. Ah oui, je l'ai pas précisé. Alice en fait elle est russe, mais vu que Marucho il est super riche, prendre l'avion familial et faire un petit tour autour du monde, ça pose pas de soucis. Tout ça dans le but d'apprendre que Michael travaillait sur un système de téléportation, rien que ça, et que en gros il est responsable de la venue des Bakugan sur Terre. On va aussi apprendre qu'il a été exposé à l'énergie négative et que pour le coup il est en réalité Alger, allié de Masquerade. Notre fine équipe maintenant complet va se rendre dans la vallée Bakugan afin de chercher le noyau de l'infini qui visiblement a été envoyé sur Terre. Alors encore une fois, je vois pas comment des enfants arrivent à accéder à une grotte pleine de scorpions et de chauves-souris sans se faire arrêter par des adultes, mais le pire c'est qu'ils vont réussir à trouver un lieu dans lequel le noyau était vraiment présent, lieu qui donnera une vision aux combattants de Vestroya et qui en gros va montrer que c'est la vraiment grosse merde. En sortant de la grotte, l'équipe sera interrompue par Billy et Kumba qui provoqueront Shun et Julie en duel. Les deux sont du côté de Masquerade et fuiront après une petite défaite des familles, car oui je l'ai pas précisé, mais tous les adversaires qu'affronte l'équipe depuis le début de l'anime sont quasiment tous influencés par Masquerade et ils ont quasiment tous reçu une carte de la dimension néant. Dans la suite, le scénario va nous faire des affrontements avec Shakespeare histoire de les présenter. Donc au début ce sera Chun-Li qui va affronter Dan, le combat a de bons rebondissements mais le plus important sera que Drago va avoir son premier power-up notable. À ce niveau du scénario, l'équipe commence à se douter que quelqu'un donne les infos de déplacement de l'équipe à Masquerade. Les soupçons se regroupent donc autour de Joe, un membre de l'équipe que personne n'a jamais vu et qui visiblement est le webmaster de leur site internet. L'équipe se rend donc en Allemagne dans la recherche d'infos sur le noyau de l'infini et plusieurs combats vont s'enchaîner. D'abord Klaus contre Marucho qui aura pour finalité la défaite de Preyas mais qui ne finira pas dans la dimension néant car Klaus est aussi un peu kleptomane sur les bords. Le combat de Rulio contre Dan et Runo, puis Julie contre Billy qui redonnera toute sa tête à Billy et enfin Shun versus Goomba qui demandera à Shun de devenir son maître. Je viens de me rendre compte, je suis à la fin de la vidéo, qu'en fait je dis Goomba à la place de Kumba. C'est un C, pas un G, voilà. Influence Mario. Le combat suivant est l'un des plus importants de la série car c'est un triple combat. Klaus, Chun-Li et Rulio contre Dan, Runo et Marucho. C'est déjà le plus gros combat de toute la série et il y a deux événements marquants. Le premier c'est que déjà Marucho apprend que Preyas est toujours en vie et Klaus voulait s'en servir comme argument pour déstabiliser Marucho. Mais pour le coup Klaus a fait un lavage de cerveau à Preyas qui ne reconnaît plus l'équipe et grâce à Runo, Preyas reviendra dans les mains de Marucho et reprendra ses esprits grâce à un petit coup sur la tête. Recalibration cognitive. Je t'ai donné un grand coup sur la tête. Et ensuite, le point le plus important de ce combat sera que Drago va se retrouver en 1v3 et grâce à l'idée de Runo, encore, il recevra les forces de Tigrera et Preyas, ce qui lui permettra d'évoluer en Dragonoid Delta. C'est sûrement mon combat favori car en plus d'être long, il y a vraiment plein de rebondissements et c'est toujours un plaisir à le regarder. Après cette victoire, nos 3 Gugus vont arrêter de démascarade et grâce à Chun-Li, l'équipe apprendra le placement de l'hôpital où se trouve Joe. Cette petite visite à l'hôpital s'avérera utile car Dan affrontera Joe en duel avant que l'équipe découvre que Joe n'est pas allié à Masquerade et qu'il a même déjà vu le noyau de l'infini. En réalité, il l'a vu en rêve et il se trouve que c'est Wyvern, la sœur de Naga, qui possède le noyau de l'infini dans le but de contrecarrer les plans de Naga. Toute l'équipe va donc rentrer chez soi, mais vu que les soupçons sur Joe sont levés, toute l'équipe va commencer à devenir parano. Runo va suspecter Alice, tandis que Julie va suspecter Shun, juste car il est venu faire les magasins en ville avec son grand-père. Grand-père qu'elle aura pris pour Alger et qui est toujours un aussi pitoyable ninja. Masquerade, quant à lui, va enfin se réveiller et passer à l'action. Il va affronter et battre chacun de ses sbires dans le même épisode. Il va être ultra efficace car il va réussir à envoyer dans la dimension néant tous les Bakugan des 5 joueurs qu'il avait mis sous son compte. Le résultat va être que lors de son dernier combat contre Klaus, son Hydranoid évoluera en double Hydranoid. Maintenant que Masquerade a pris la confiance, il va lancer un défi à Dan, qui bien entendu va accepter son défi, mais toute l'équipe va se joindre à lui pour lui tenir compagnie. Et là, la mise en scène va mettre le paquet, en mode ça va être le combat final, le méchant, le gentil, qui va gagner. Il y a une putain de mise en scène, que ce soit sur l'arrivée, il y a même une putain de mise en scène sur le combat entre Drago et Hydranoid qui va se finir en combat à main nue avec des coups de tronçonneuse ventrale. Oui, c'est normal, je pars pas dans mes délires. Malheureusement, Drago va finir par être vaincu et envoyé dans la dimension néant. Sauf que Dan étant un peu con sur les bords, il va quand même sauter avec Drago, laissant toute l'équipe sous le choc de sa disparition. Mais bon, vu que l'équipe est tout aussi conne que lui, ils ont rien trouvé de mieux pour le sortir de la dimension néant que d'y aller aussi. Ouais, j'ai une bonne brochette d'abrutis.
Avant les retrouvailles de l'équipe, Dan et Drago vont avoir le droit à une petite et la dernière visite de Reaper, qui est venu prendre son cachet de figurant, je suppose, parce qu'après on le revoit plus du tout. Et devant une telle connerie, les guerriers Bakugan, qui sont en réalité les Bakugan les plus puissants de Vestroya et qui l'ont déjà protégé par le passé, vont décider d'intervenir et proposer un marché à l'équipe. Chacun va devoir passer une épreuve, si ils y arrivent, ils pourront revenir dans le monde des humains. Petit point supplémentaire, vu qu'ils sont pas assez dans la merde, Dan va poser une clause supplémentaire dans le pacte, c'est que s'ils y arrivent, tous les Bakugan envoyés dans la dimension néante depuis le début de la série devront être ramenés sur Terre. Toute l'équipe va donc affronter le guerrier de son élément, qui fera en sorte que les combattants se remettent en question ou évoluent intérieurement. C'est ainsi que Julie va affronter sa sœur et Gorem évoluera en Gorem le marteau. Marucho lui va affronter Frosh, ainsi que lui-même. Preyas va évoluer d'une manière bien particulière quand même, parce que ça m'a toujours fait rire. Ça va sortir. Shun, quant à lui, va affronter sa mère enfant, car il pouvait pas la laisser morte, et Skyres évoluera en Skyres Storm. Runo, quant à elle, va affronter Dan enfant, et Tigrera évoluera en Tigrera l'épée. Et enfin Dan, qui réussira à battre Apollonir, qui utilisera un clown comme combattant. Petite particularité, Drago n'évoluera pas, et Apollonir expliquera à Dan que pour évoluer, Drago devra affronter et vaincre chacun de ses amis. Tout ça pour qu'il évolue et devienne le Bakugan ultime, capable de supporter le noyau de l'infini. Une fois les défis réussis, l'équipe sera donc bien ramenée sur Terre, et en parallèle de ça, Wyvern, toujours en possession du noyau de l'infini, finira par rejoindre Joe et se joindra à lui pour affronter Masquerade. Et surprise, Joe va battre Masquerade, tout le monde va rentrer chez soi une seconde fois, et bien entendu, après une disparition de plusieurs jours, la mère de Dan va être très contente de revoir son fils, mais va surtout lui demander des explications sur ce qui s'est passé. Dan va donc lui dire qu'ils sont juste partis en voyage, qu'ils sont allés à la mer. C'est faux, il va tout lui raconter depuis l'épisode 1, sans oublier le moindre détail, et en tant qu'adulte responsable, sa mère va donc lui faire confiance et le laisser faire. Celui-là a une belle voix grave. I don't like where this is going. Et malheureusement, c'est à partir de là que l'animé va vraiment prendre un coup. Le ton va devenir beaucoup plus sérieux et va vraiment laisser l'humour de côté. Alors dans un sens, l'histoire devient beaucoup plus intéressante et on va plus avoir les combats fillers comme au début de l'animé, mais on perd un peu de ce côté humour qui pour moi est grandement le début de l'animé et qui le rend si intéressant. On va dire que c'est vraiment un mal pour un bien. Dan va finir par avouer à ses amis que finalement il n'a pas réussi l'épreuve, car il ne les a pas encore affrontés. Pour cela, il va donc commencer à affronter Julie et Marucho chacun leur tour, et là aussi une grosse modification va se faire. À partir de ce moment, la plupart des combats qui se feront seront uniquement faits avec un seul Bakugan. Par exemple, contre Julie, le combat sera uniquement Drago contre Gorem, et ce modèle de combat sera repris dans les différentes suites de la série, que ce soit Bakugan Nouvelle Vestroya et Bakugan les envahisseurs de Gundalia. Dans un sens, c'est un peu dommage car ça diminue fortement la diversité qu'on a pu voir dans tous les Bakugan jusqu'à maintenant, mais en termes de marketing, je comprends, ça permet de mettre beaucoup plus en avant les Bakugan des différents personnages au cours des saisons, et comme ça on oublie un peu les Bakugan génériques dont tout le monde s'en fout, on en crée 2-3 pour les prochaines saisons qu'on donne aux personnages qui sont dans la merde à ce moment-là, machin, je comprends, j'entends, mais j'aime pas. Bref, si on en revient à notre histoire, Masquerade va être convoqué par Excedra pour passer lui aussi une épreuve, et pour l'affronter il utilisera une illusion d'Alice. Jusqu'à maintenant je les ai pas mentionnés, mais Alice et Masquerade sont effectivement très liés. Nous en tant que spectateurs, on voit qu'Alice est jamais présente dans les moments où Masquerade est présent, et durant l'épreuve, Excedra présente Alice comme l'obstacle de Masquerade. Donc je pense que pour tout le monde c'est assez clair, mais pour ceux qui n'auraient pas compris, je laisse ça comme ça. En attendant, Masquerade va finir par vaincre Excedra, et son Hydranoid évoluera finalement en triple Hydranoid. Dan de son côté, lui va affronter à la suite Runo et Shun, et Drago va enfin évoluer en Bakugan ultime. Une fois de plus, après l'évolution de son Bakugan, Masquerade va reprendre la confiance et défie une nouvelle fois Joe pour s'emparer du noyau de l'infini. Mais c'est Dan qui répondra à la provocation pour leur confrontation finale. Le combat, comme un peu expliqué précédemment, va se jouer uniquement avec triple Hydranoid contre Drago. Le combat va être encore plus physique que leur dernière confrontation, et se fera en plusieurs manches, car à chaque fois les manches se finiront par des égalités. Les combats sont tellement violents que Dan et Masquerade en auront même les vêtements déchirés. Le combat va même finir au point entre Dan et Masquerade. Le combat finira donc par la victoire de Dan, et bien entendu vu que c'est un dessin animé, Masquerade reprendra la raison, si on peut dire ça comme ça, et Dan proposa même à Masquerade de rejoindre l'équipe pour affronter Naga. En réponse, Masquerade enlèvera son masque, et tout le monde découvrira que Masquerade est en réalité Alice. Ensuite, Alger va venir pour expliquer ce qui s'est passé. En fait, quand il a découvert la téléportation, Michael est arrivé à Vestroya et a reçu une énorme dose d'énergie négative. Or, Alice était elle aussi présente dans le labo ce jour-là. Elle est donc devenue Masquerade à ce moment, mais Alice n'était pas consciente lorsqu'elle était Masquerade, ce qui explique qu'elle n'avait aucun souvenir de ses actions. Elle est tellement perdue à ce moment qu'elle va finir par s'enfuir et se rendre en Allemagne dans de la famille. Pendant ce temps, sur Terre, c'est vraiment le bordel. Vestroya commence à fusionner avec le monde des humains et des effets climatiques se déclenchent partout dans le monde. Mais au milieu du Pacifique, il y a un énorme portail vers Vestroya, donc la solution trouvée par l'équipe est encore une fois de se jeter dans la gueule du piège. Je crois que nous ne comprendrons jamais ces humains. Maintenant on rentre dans la partie la plus chiante de l'anime à mon goût, c'est-à-dire qu'une fois sur Vestroya, l'équipe va rencontrer de nouveaux Bakugan, des Bakugan nés
après la fusion des éléments de Vestroya et qui sont au service de Naga. Ils vont donc commencer par rencontrer des Bakugan possédant les éléments Aquos et Ventus, et l'équipe se sépara pour pouvoir continuer vers l'emplacement originel des noyaux, dans l'espoir d'y trouver Naga. Shun et Marucho vont donc rester affronter les gardiens, ensuite ce sera dans l'élément Subterra et Eos qu'ils rencontreront de nouveaux gardiens, et ce seront Julie et Runo qui s'en chargeront. Enfin, Dan ira seul dans le monde Pyrrhus, où il rencontrera des gardiens d'Arcus et Pyrrhus, le problème étant qu'ils vont se faire péter la gueule, et que ça va durer sur 3 épisodes, tout ça pour faire intervenir Alice, qui aura repris les traits de Masquerade par manque de confiance. Ce sera également la dernière fois que nous verrons Masquerade pour de vrai, car Alice se sera repris en main à partir de ça, et une fois à l'emplacement originel des noyaux, l'équipe découvrira que cela n'était qu'un piège, comme par hasard, car en réalité, Alger et Naga ont ramené les gardiens sur Terre pour récupérer le noyau de l'infini. Joe va appeler l'équipe à l'aide pour qu'ils rentrent sur Terre, et à leur retour, c'est vraiment la merde. Wyvern a réussi à créer un bouclier autour de la ville, et les adultes découvrent enfin les Bakugan, et les considèrent comme une invasion extraterrestre. Invasion à laquelle ils sont visiblement déjà préparés, et ça m'a vraiment étonné quand j'ai revu l'animé, enfin, qui prévoit ça? Attention citoyens de Warrington, des extraterrestres s'approchent de la ville, surtout pas de panique. Veuillez suivre les instructions prévues en cas d'évasion extraterrestre, et dirigez-vous vers l'abri le plus proche. Une nouvelle fois, l'équipe va se séparer pour affronter les gardiens, qui sont dispersés, et chaque membre de l'équipe va être aidé par un des personnages secondaires qu'on a pu voir au cours de l'animé. Une fois les combats terminés, la partie chiante est elle aussi terminée, Alger va s'amuser à tromper Alice en reprenant l'apparence de son grand-père pour qu'elle l'emmène là où se trouve Wyvern, et va également tromper l'équipe en prenant la voix de Kato, le majordome de Marucho, qui est un des meilleurs personnages de la série bizarrement. Bonjour mademoiselle Julie, mettez votre maillot, ça vaut le coup. Tout ça, juste pour qu'Alger se retrouve face à face, seul avec Wyvern. Pendant ce temps-là, la quasi-totalité des combattants est enfermée dans un espace spécial pour affronter les gardiens Pyrrhus et Darkus qui sont les plus puissants, et Joe sera pris en otage l'équivalent de 5 secondes avant d'être sauvé par Chun-Li. Shun va encore une fois se la péter en ayant compris le plan d'Alger à l'avance, mais ce sera trop tard car Alger va libérer Naga dans le monde des humains. Au vu de la situation critique, Drago va mettre en application le plan de Wyvern, qu'elle lui aura communiqué un tout petit peu avant, et va décider de la tuer afin de récupérer les noyaux de l'infini et faire une ultime évolution. Et pour finir, nous aurons donc un combat final entre Drago et Naga. Alger quant à lui va invoquer un régiment de Bakugan qui sera défait par les Bakugan des membres de l'équipe. Drago va gagner son combat et finalement absorber les noyaux du silence et de l'infini. Et au final, afin de tout remettre en place, Drago va devoir retourner sur Vestroya et devenir lui-même le cœur de Vestroya. On va donc avoir le droit aux adieux déchirants pour mettre les larmes aux yeux de tous les enfants, comme dans toute série. Drago va donc retourner sur Vestroya et créer une nouvelle Vestroya, où cette fois tous les univers ont fusionné et où les Bakugan pourront vivre en paix. Tout finit bien, tout le monde est heureux, Dan et Runo vont finir par sortir ensemble, et les deux univers ne se rencontreront plus jamais, enfin, jusqu'à la saison 2 et le retour de Drago. Au final, même après des années, je suis toujours aussi fan de cette série, bien que tout le passage dans Vestroya avec les gardiens est super chiant et super long, pour rien, sachant que ça aurait pu être plié en 2 épisodes. Au final, je pense que l'animé vaut vraiment le coup, jusqu'au moment où Alice sera révélée en tant que Masquerade, et pour la toute fin, mais vraiment les 2 derniers épisodes. Et je garde quand même ma petite préférence pour vraiment le début de l'animé, où l'humour est bien plus présent, et pour la diversité des Bakugan présents que moi j'adore personnellement. Si j'ai un regret, c'est de ne pas avoir eu plus d'amis fans de Bakugan quand j'étais plus jeune, car j'étais capable de passer des heures et des heures à lancer mes Bakugan seul dans ma chambre. C'est une époque qui m'a tellement marqué que j'ai toujours des Bakugan sur mon bureau aujourd'hui, et à mon avis c'est pas prêt de changer. J'ai aussi pas mal suivi les saisons suivantes qu'il y a eu quand j'étais enfant, mais j'en ai beaucoup moins de souvenirs, notamment pour les envahisseurs de Gundalia. Autant Nouvelle Vestroya j'ai quelques souvenirs, donc si vous voulez on pourra peut-être en parler un jour sur la chaîne, mais ça dépendra uniquement des retours que vous ferez sous cette vidéo. Pour moi Bakugan aura toujours une place dans mon cœur, et je continuerai sûrement à en acheter tant que j'aurai pas trouvé ces putains d'Hydramed et de Skyres. Sur ce je vous dis à la prochaine, salut la compagnie. Allez ma grande, faut démarrer, faut monter tel jour. Putain de merde, mais trouve-moi le jour. Putain, au secours Nintendo, faites un effort. Les 2DS, ça lisse les cartouches de DS, mais putain qu'est-ce que ça galère. Oh yes, enfin. Putain. Chaque fois c'est une plaie pour le démarrer. Voilà.